Non seulement une histoire d'exploration, mais en plus qui est une histoire, comme vous allez voir, qui est très personnelle. Mais vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. En 1840, au Havre, donc là vous voyez le Havre en 1840, il y a un navire qui s'appelle la Delphine, qui est un capornier 3 mâts, qui est dans le bassin. Il attend déjà depuis 2 mois que sa cargaison soit pleine. Et il va appareiller pour aller livrer à Valparaiso notamment des étoffes, parce que Valparaiso est une ville en plein boom. Et ce capornier est un des premiers caporniers français qui va aller passer le Cap Horn pour aller livrer au Chili à Valparaiso, dans un premier temps sa cargaison, et ensuite va monter jusqu'à Lima pour charger du salpêtre pour pouvoir venir le revendre en France. C'était classique des caporniers, c'est vraiment le type de voyage qu'ils faisaient. Ils vendaient quelque chose, ils chargeaient quelque chose, ils le revendaient au retour. C'était un petit bateau, hein, il y avait 16 hommes d'équipage seulement, et 4 passagers qui profitaient de l'occasion pour essayer d'aller faire fortune éventuellement aux Américains. Donc le 30 mars 1840, il va sortir pour aller commencer son voyage. Et le Cap Horn, le commerce le long de la côte chilienne, est libre depuis pas très longtemps, parce qu'en fait le Chili est une république libre depuis peu de temps. Et donc du coup elle s'est émancipée du joug espagnol qui conservait évidemment tout le commerce là-bas. Les Anglais d'ailleurs débutaient, qui ont commencé effectivement à faire aussi du commerce, et aussi pour les Anglais à aller chercher, à aller faire de la chasse à la baleine, au cachalot notamment, dans ces eaux-là. La Delphine c'était donc un petit navire, comme vous le disiez, de 3 mâts, qui devait sans doute ressembler à peu près à ça. Il se trouve que je ne savais rien sur ce bateau, j'ai fait des longues recherches, et puis il y a des documents qui m'ont permis de comprendre qu'il faisait 30 mètres de long seulement, qu'il y avait 3 mâts, qu'il faisait 8 mètres de large. Et puis à Bordeaux, il y a un musée de la marine qui est génial, qui est un musée privé, mais ce n'est pas un petit musée privé, il est aussi grand que le Mucem. Et c'est un musée qui est de quelqu'un qui expose ses maquettes personnelles. Mais dans ces maquettes personnelles, ça va jusqu'à des bateaux très très grands, comme je crois Vendredi 13, qui est le bateau d'Alain Collard, qui a été refait et exposé là-bas également. Et quand je suis tombé devant ce bateau, je me suis dit bon, ça devait ressembler à ça. Donc en fait, ils partent tranquillement du Havre, et puis ils vont descendre le long, ils vont aller aux Canaries, tout se passe bien, vraiment la mer est super, ils vont descendre tout le long de la côte, et ça ils naviguent avec cette carte-là, qui est la grande carte anglaise de 1820, avec lesquelles les capitaines français naviguaient à l'époque, parce que nous on n'avait pas de carte vraiment détaillée de cette région-là, puisqu'on connaissait mal cette région. À la hauteur des Malouines, déjà, il y a un mauvais présage, c'est qu'il y a un phénomène rare qui s'installe dans les voiles, c'est le feu synthème, une espèce de petites boules de feu, en fait, qui vont se déclarer un peu comme des petits incendies, comme des petits éclairs, en fait. Mais c'est un très mauvais présage pour les marins qui se disent, voilà, quand il y a ce genre de phénomène, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un problème. Ils sont déjà assez bas sur leur voyage. Mais bon, évidemment, le Cap Horn n'est plus très loin, et le Cap Horn, à l'époque, ça se mérite, et c'est même quelque chose d'assez valorisant. Moi, tu sais, j'ai passé le Cap Horn, comme on pourrait dire aujourd'hui d'autres choses, mais à l'époque, donc ce qui fait que les marins, alors que, premier mauvais présage, au départ du Havre, le capitaine qui devait les embarquer a été changé au dernier moment. Il y a un nouveau capitaine qui a été nommé, sauf qu'il n'avait pas très bonne réputation. Il avait déjà fait naufrage, mais bon, c'était comme ça, changement d'armateur, changement de capitaine, c'était son beau-frère en fait. Et le jeune lieutenant Alfred de Haute-Lépine, qui était à bord, qui s'était fait engager par l'ancien capitaine, s'est dit bon, c'est pas grave, moi je reste parce que de toute façon, on va passer le Cap Horn, c'est pas donné à tout le monde, donc on continue. À l'époque, j'ai retrouvé une image assez sympa qui donne un peu l'ambiance de ce que pouvait être le passage du Cap Horn de l'époque, donc c'est jamais vraiment quelque chose de super sympa, même aujourd'hui. Alors, soit ça se passe le lendemain en naviguant tranquillement, soit on peut être confronté à des grosses tempêtes, sauf que les navires aujourd'hui, évidemment, sont beaucoup plus armés pour pouvoir passer ces choses-là, et les hommes d'équipage ont moins de pénibilité à faire les manœuvres.
Cependant, la Delphine donc, passe le Cap Horn sans problème. Et après quelques jours, en remontant le long de la côte, alors qu'ils pensaient être assez loin de la côte, eh bien, c'est le drame. C'est que la personne qui est la vigie appelle le capitaine en disant la Terre, et en fait ils sont tout près de la Terre, c'était une nuit noire, donc pas de lune, il neigeait, il était minuit. Donc toutes les réunions réunies, toutes les conditions réunies pour qu'ils fassent naufrage, et ce qu'ils vont faire, ils vont faire naufrage, et ils vont en fait, sans savoir où ils sont, ils ne savent pas s'ils sont en pleine mer, ils ne savent pas s'ils sont sur la côte, puisqu'ils ne voient rien, il y a du brouillard en plus. Et donc ils vont une première fois se fracasser contre des rochers, et ça va continuer, ils vont passer au-dessus de rochers, et à un moment donné ça va se stabiliser, mais le bateau prend l'eau. J'ai fait refaire une gravure par un auteur de bande dessinée, j'en ai fait faire quelques-unes dans le livre pour qu'on se rende compte, et tout a été fait en fonction des descriptions qu'a fait Alfred, puisqu'en fait ce Alfred, qui était le jeune lieutenant, il avait l'idée d'écrire un manuscrit sur son aventure. Et donc, jusqu'au lendemain matin, à 8h, très tôt, pas 8h, à 5h, au moment du lever du jour, ils vont rester à flanc de bateau, parce qu'ils avaient peur que le bateau coule complètement, avec quelques effets personnels, très peu, à 20 dans une petite plancha comme ça. Et puis le matin, miracle, ils voient une plage qui n'est pas si loin, qui est à 1,5 km. Et donc, ils se disent, bon bah ouf, sauvé, au moins, on n'est pas en pleine mer. Et on va pouvoir aller trouver la Terre. Alors, après 3 mois, parce qu'en fait ils vont rester bloqués 8 mois sur cette île. Au bout de 3 mois, après qu'ils aient réussi à descendre du bateau chaque denrée, chaque outil, pour pouvoir survivre, pour pouvoir se faire un camp de base près de la plage, ils vont réparer la chaloupe, qui était plus du tout utilisable, dans un petit endroit qu'ils ont réussi de trouver à l'abri du vent, parce qu'ils font naufrage à hauteur, pour les marins, du 50e parallèle, dit 50e hurlant, donc pas une zone très agréable à naviguer pour qui que ce soit, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et après 3 mois, donc, après avoir rafistolé la chaloupe, eh bien, ils vont remonter au nord, à 1200 km, pour essayer de se sauver. Et 7 membres d'équipage partent sur cette chaloupe pour remonter vers le nord, laissant les 13 autres à terre, 13 autres qui espéraient effectivement qu'ils allaient revenir un jour, puisqu'il n'y avait pas du tout de moyen de revenir par la terre. C'était le seul moyen, c'était une espèce d'archipel, que je vais détailler par la suite. On ne peut s'en extirper qu'à la voile. Et donc, du coup, Alfred de Lépine, donc ce jeune lieutenant, qui avait 21 ans à l'époque, faisait partie des 7 personnes qui sont remontées chercher des secours. Le voilà, Alfred de Lépine, alors photographié un peu plus tard, en 1800, il me semble, 40 et des poussières. Et à gauche, c'est le manuscrit qu'il a écrit à la fin de sa vie. Et à droite, c'est une retranscription de ce manuscrit qui a été édité en 1965 par mon père et mon grand-père, parce qu'il se trouve que Alfred est mon arrière-grand-père, et qu'il a absolument tout décrit dans son voyage à la fin de sa vie, pour une raison simple, c'est que quand il est revenu, donc il est revenu sain et sauf sans doute, quand il est revenu, après il a fait une carrière dans la marine marchande, il a été capitaine d'encours toute sa vie, etc. Et à la fin de sa vie, un de ses 8 enfants est mort en mer. Et donc, à cause de ça, ça a dû lui arriver quelque chose en disant moi j'ai eu une expérience incroyable en mer. La solidarité entre nous nous a permis de tous nous en sortir. Donc je vais l'écrire, ça pourrait peut-être servir à mes descendants. Et donc, il se trouve que c'est moi qui en ai écrit en plus. Et grâce à cette retranscription, donc, que mon père a faite en 65, et que mon grand-père a eu la bonne idée d'éditer à compte d'auteur pour que tous les membres de la famille de l'époque puissent avoir un exemplaire pour s'inspirer de l'aïeul courageux. Donc ce petit bouquin était offert à chacun d'entre nous. Donc 250 à l'époque, dans cette famille, on était 250 descendants d'Alfred, donc les 250 ont eu leur exemplaire. Et il se trouve que mon père est mort avant de pouvoir me le donner, et donc je l'ai eu que lorsque j'avais 15 ans.
Et lorsque j'ai eu 15 ans, je l'ai lu, et en refermant le livre, je me suis dit, ben non mais moi, un jour, j'irai mettre les pieds sur l'île d'Alfred. Donc, mais déjà, cependant, déjà un petit peu avant, lorsque j'avais 11 ans, j'habitais au bord de la Seine, qui s'appelle le Vésinet, je ne sais pas si vous le connaissez. Et en fait, entre Le Pec et Vésinet, il y a le pont de chemin de fer sur lequel passe le RER aujourd'hui pour aller à Saint-Germain-en-Laye, sur lequel il y a une île déserte. Et quand j'avais 11 ans, là, vous voyez à cet âge-là, avec des copains, on escaladait pour monter sur le pont. On attendait qu'un train soit passé. Quand il était passé, on courait sur le pont et on sautait dans l'île pour aller explorer l'île. Sans doute que j'avais entendu parler de l'histoire de Montréal, je ne l'avais pas encore lu, mais déjà très tôt, j'avais envie d'aller explorer les choses. Alors bon, à l'époque, évidemment, c'était animé par Tom Sawyer, par les Secrets de la mer Rouge, etc., qui, évidemment, ont continué à m'animer pendant très longtemps. C'était une aventure extraordinaire. Et en fait, cette île mystérieuse sur laquelle je voulais aller un jour, elle ressemble à ça. Donc, elle est au pied de la cordillère des Andes. On est quasiment exactement sur le 50e parallèle, parce que c'est 49,10. Elle fait la taille de Porquerolles, pour ceux qui connaissent Porquerolles. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est 2,5 km de large sur 4 km de profondeur. J'ai malheureusement pas pu faire monter mon drone assez haut pour que ce petit truc soit aussi dans l'eau, mais derrière c'est de l'eau également. Et cette image est rare et exceptionnelle parce qu'il doit y avoir entre 1 et 3 jours par an avec cette météo-là, en sachant que le reste du temps, la plage qui est exposée au sud, là, est alimentée par des vagues qui font 6 à 9 mètres. Que les vents dominants sont les vents du nord, qui viennent de derrière. Ils changent à un moment donné, plutôt au mois de novembre, pour devenir vent du sud. Et sinon, il y a des vents d'ouest élémentaires, etc. Donc quand ils ont fait naufrage, ils se sont retrouvés là et ils sont passés sur ces rochers-là. Donc l'épave, elle doit être quelque part par là. Mais c'est sans doute là-dessus. Ce qui était intéressant, c'est que je l'ai pu le retrouver, parce que j'ai commencé à faire des recherches il y a très très longtemps là-dessus. Quand j'avais 20 ans, j'étais déjà animé par ça. Un jour, j'y allais sur l'île d'Alfred, ça me tenait, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Google Earth, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas le net, etc. Et que j'avais effectivement quelques pistes pour savoir où pouvait être cette île, mais sans jamais pouvoir la trouver. Donc j'ai dû attendre un peu plus longtemps. Et pour arriver jusqu'à l'île Major, c'est passé par plein d'étapes. La première, c'est mon oncle Dominique, qui était un grand architecte naval, donc qui a travaillé avec Tabarly notamment, qui a fait des pédouiques et des choses comme ça, qui a été titulaire du manuscrit. C'est lui qui me l'a légué à la fin de sa vie. Et en fait, quand j'ai repris mes recherches, qui étaient en 2019, alors que j'avais déjà pas mal travaillé, j'avais déjà retrouvé des textes avant au musée de la Marine, etc. En 2019, lorsque je me suis réintéressé à l'histoire, c'était dans le but. Dominique était tombé malade, j'avais envie qu'il s'accroche à quelque chose. Bon, il n'avait pas tellement envie, mais j'essayais, il était passionné, on s'était promis qu'on irait ensemble un jour sur l'île en question, et que lui, architecte, referait peut-être les plans de la Delphine si on arrivait à trouver des éléments. Bon, ça n'a pas été le cas, mais j'ai continué à travailler dessus, et j'étais en contact avec différents scientifiques. Christophe Poney, qui est un archéologue sous-marin, chilien, franco-chilien, Christian Anozo, qui est un explorateur chilien, Alfredo Prieto, qui est un archéologue spécialiste des ethnies du sud de la Patagonie, en particulier les Kawashka, Pedro Pujonte, qui est un spécialiste de la reconnaissance des épaves, Yannick et Brigitte Lecoat, qui tous les deux sont des grands spécialistes sur les caporniers, ce sont les seuls qui ont fait des très bons bouquins sur ce sujet-là, et Laurent Pavilis, qui est un archéologue qui est professeur d'histoire, spécialiste dans le domaine maritime du 17, 18 et 19e siècle, et qui est aussi le conservateur du musée de Saint-Tropez, et qui m'a aidé aussi à trouver des éléments, notamment, et lui, il a réussi à me retrouver je pense que ça se prend pas là. Il a réussi à me trouver un élément qui décrivait le bateau, qui était un élément de douane, en fait, qui décrivait le bateau. Bon, aller là-bas, sur le papier, c'est sympa. On a
grâce à tous ces gens-là, on a retrouvé plein de choses, plein de documents qui m'ont servi à étayer toute l'histoire et à connaître tous les tenants et les aboutissants. Mais cependant, aller là-bas, c'est se confronter aussi à la météo sur place. Et en gros, la météo sur place, c'est ça. C'est que Covadonga, c'est l'endroit où on va couler. Vous voyez les vents qui font là environ 70 km/h en moyenne. Vous voyez les vagues qui font de 6 à 9 mètres, ça c'est régulier. Alors ça c'est un exemple, mais en fait quand on regarde, et si on s'amuse à regarder au quotidien ce que j'ai fait avant de partir là-bas, et ben on trouve cette météo d'une manière très très récurrente. Et puis finalement, effectivement, j'ai réussi à partir sur place, et je me suis retrouvé à Puerto Natales. Alors en fait, le Chili, hein, vous avez en tête la carte du Chili, c'est une espèce de très très longue étendue. Dans le sud, il y a Punta Arenas, qui est le fameux détroit par lequel est passé Magellan, et puis ensuite, qui est plus bas. Et ensuite, il y a à l'intérieur des petits ports, Puerto Natales, qui est ici, et Puerto Natales, c'est un petit port qui est à l'intérieur des fjords, complètement protégé. Vous voyez l'image de Puerto Natales qui est là. La mer est derrière ces montagnes. En fait, il y a un dédale pour passer dans ces montagnes pour pouvoir y accéder. Pour aller jusqu'à l'île de Fred, le premier problème, c'était que, personne n'y était jamais allé. Que même les capitaines de Puerto Natales qui ont l'habitude, et même les pêcheurs, etc., qui ont l'habitude de fréquenter cette région-là, mais pas celle de l'île, ne connaissaient pas. Les gens qui sont aussi dans une autre petite communauté à Puerto Eden, qui est juste derrière à l'intérieur, et ça, Puerto Eden, vous en avez déjà entendu parler parce que Gilles a fait des films sur la Patagonie, et où en fait ils sont partis explorer avec des grottes qui sont en calcaire, etc. C'est magnifique. Mais pareil, pour aller sur le bord de la côte, c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, j'ai trouvé un capitaine qui dit oui, d'accord, on peut peut-être y aller, mais alors de toute façon, c'est 3-4 jours pour y aller, avec ce bateau-là, qui était un bateau de pêche amélioré, dit d'exploration. En fait, c'était plutôt un bateau de pêche réagencé. On peut y aller en 3-4 jours, on peut rester 2-3 jours sur place, et puis après, il faudra revenir en 3-4 jours. Bon. Moi, l'idée que j'avais en tête, c'était d'aller sur place, de mettre les pieds sur le frais, de trouver des trucs, de pouvoir trouver le camp de base, j'imaginais le plus possible les gars. Mais déjà, cette logistique-là coûtait très très cher. Donc, je ne pouvais acheter que 2-3 jours sur place. Et en plus, certains de mes cousins qui savaient que j'allais partir là-bas m'ont dit est-ce que tu crois que nous aussi on pourrait t'accompagner, on aimerait bien aller voir cette île, etc. Et oui, pourquoi pas, donc ça a fait une partie du financement de ce bateau-là d'ailleurs, pour pouvoir rejoindre la fameuse île. Donc tous ensemble, on était une dizaine. Nous sommes partis, on a réussi à partir juste avant une tempête qui aurait bloqué le port de Puerto Natales. Et le lendemain matin, quand on m'a réveillé, c'était mon fils aîné qui m'a réveillé. Il dit papa, viens voir, quand même, c'est incroyable. Et donc je me réveille. Alors qu'on s'était préparé à subir de la pluie tous les jours, à avoir un temps épouvantable, à ce qu'il fasse très très froid, etc. Je me réveille, j'ai l'impression d'être au paradis. Parce que franchement, quand on découvre ça le matin, une mer d'huile et une lumière de Dieu, c'était absolument magnifique. Et est-ce que ça allait durer ça? Donc en fait, on traverse, c'est vraiment un voyage épique, un petit peu comme le Seigneur des Anneaux, vous voyez, on passe par des paysages qui se succèdent, qui sont tous sublimes les uns après les autres. C'est une région que je ne connaissais pas, mais bon, évidemment, on passe avec les glaciers, etc. Là, vous voyez l'équipe des 10 que nous étions pour aller sur place. Et puis, évidemment, il fallait trouver de l'eau au fur et à mesure qu'on progressait. Et donc, on s'est arrêté, parce que alors là, s'il y avait quelque chose qui ne manque pas là-bas, c'est l'eau. C'est que l'eau est vraiment présente, omniprésente, ce qui est très pratique. Et ce qui fait que même des naufragés à l'époque n'avaient pas ce souci d'être isolés sur une île sans eau, puisque l'eau est vraiment absolument partout. Donc on avance, et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, le temps est un peu moins sympa. La mer est toujours, enfin la mer, ce sont les canaux, hein, quand on dit des canaux et des fjords, il faut imaginer qu'il peut y avoir des fjords qui font des dizaines de kilomètres de large.
c'est pas de tout petits fjords de quelques centaines de mètres, c'est vraiment, ça peut être vraiment extrêmement, extrêmement. Et on sent bien qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'île, la météo devient moins sympa. Et donc, du coup, un jour, on est enfin arrivé presque à pied d'œuvre. Donc, on est ancré à l'intérieur des fjords pour être à l'abri. Et on tente d'aller avec l'embarcation du bateau qu'on avait à pied d'œuvre. Et on arrive à approcher l'île. C'est-à-dire que l'île, on la voit là, c'est celle-là. Et il y a une bande de sable qui est là, il y a une petite île qui est dépendante de cette île-là. Sauf que le capitaine n'était pas complètement un aventurier, ce qui n'est pas mal. Et donc, du coup, a eu peur des conditions. Et d'ailleurs, voilà Michel qui connaît la région, parce que lui, il fait partie des gens qui ont exploré ces grottes calcaires dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le capitaine décide de repousser chemin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'avait que 48 heures, voire 72 heures sur place. Lui, il a préféré que ce soit 48 heures parce qu'il avait peur d'une tempête, soi-disant, qui arrivait. Bon, on n'a pas vu la tempête, mais bon, c'est pas grave, il a préféré faire ça. Heureusement, moi qui voulais... Alors donc là, personne n'a pu débarquer sur l'île, on a essayé 2 fois, impossible. Et donc, vous imaginez ma déception. L'idée que j'ai eue à 15 ans, j'arrive à approcher l'île à 300 mètres, et on ne peut pas mettre les pieds dessus. Eux étaient les plus déçus. D'ailleurs, vous voyez la tête de mon fils là en haut à droite, qui est vraiment content. Ouais, et les autres ne sont pas tellement plus heureux non plus. Mais moi, j'avais donné rendez-vous à un voilier qui était parti du nord du Chili pour venir à notre rencontre. On lui avait donné nos coordonnées. Bon, c'est un peu compliqué là-bas, il faut forcément avoir des plages satellites où on peut discuter comme ça, etc. Mais, miracle, le point était bon, on a pu se donner rendez-vous au bon moment. Et du coup, à l'issue des 72 heures à partie avec ce bateau-là, eh bien j'ai moi changé de bateau. Donc les autres sont repartis au point d'attache sans avoir posé l'île. Mais au moins ils l'ont vu. Donc ça c'était déjà pas mal. Et moi je vais sur ce petit, j'exagère, c'était un super voilier de 14 mètres. Tout confort. Initialement, j'avais imaginé que je pourrais le faire peut-être sur un voilier, parce que les lanchas de l'époque, ils continuent à les fabriquer. Mais en fait, c'est comme j'ai dû prendre ça. Et en fait, pourquoi je voulais refaire ce parcours, c'est que je m'étais dit, je vais poser les pieds sur l'île, et ensuite je vais refaire le parcours des naufragés. Donc ils sont montés jusqu'à Chiloé, à Ancud, qui est le nord de Chiloé. Donc un voyage que je vais vous décrire par la suite, de 1200 km en ligne droite, en fait ça fait en gros 2200 km en naviguant comme ça. Et quand eux sont arrivés là-haut, en disant ah ça y est, génial, on a trouvé le port, etc. Il y a des baleiniers qui sont là, on va leur demander de l'aide, on va demander à ce que l'un d'entre eux vienne pour rechercher les 13 qui sont restés sur l'île. Et on leur dit bah non les gars, ne rêvez pas, c'est trop dangereux, on ne va pas pouvoir vous aider sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent sur place une lancha, qui était des lanchas traditionnelles pour aller pêcher, etc. Ils la pontent pour l'occasion, ils se sont fait des alliés, donc ils emmènent des livres, etc. Et ils redescendent pour chercher leurs copains, ils retrouvent l'île, enfin ils n'ont pas à retrouver, et tous ensemble ils vont repartir, et ils vont être sauvés. Et donc c'est ce voyage-là que je voulais faire, c'est le voyage aller, d'autant plus qu'il est très très bien décrit dans le manuscrit. Et pourquoi je voulais refaire ce voyage-là, c'est parce que je trouvais intéressant, au-delà de l'aventure que ça suscitait, mais moi je suis pas un aventurier, autant je me définis assez bien comme explorateur, mais pas tellement comme aventurier. La frontière, je la mets sur le fait que les aventuriers se disent ouais bon bah c'est bon, on y va, puis on verra bien, ça va être cool, etc., se préparent mal, à mon sens. Et les explorateurs, au contraire, se surpréparent, si jamais il y a des pépins à un moment donné, peuvent se dire bah là, quelle est la solution, quel est le plan B, etc. Donc moi je ne suis pas tellement aventurier, mais j'aime bien pouvoir organiser des choses pour pouvoir faire des choses comme ça. Et donc, mais déçu, parce que évidemment je n'ai pas posé les pieds sur l'île. Donc on remonte, on fait 2 semaines de navigation pour remonter un petit peu dans le nord, pour aller dans un petit port qui s'appelle Puerto Caleta, qui est la dernière partie où on peut aller en voiture
dans le sud du Chili. Et après, pour continuer dans le sud, il faut passer par l'Argentine pour redescendre et pour réintégrer au Chili. Et en fait, au nord de ça, il y a une énorme baie que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est difficile à franchir. Donc là, on était là. Je savais que c'était aussi un lieu un peu touristique, puisqu'on peut y aller en voiture pour certains. Et puis il y a des glaciers qui sont sublimes. Et l'idée, c'était de dire, de trouver un zodiaque. Parce que la petite annexe de 1,50 m du voilier ne permettait pas de naviguer pendant 1h30 sur le Pacifique pour rejoindre l'île. Donc il fallait bien trouver quelque chose, surtout qu'elle avait un moteur de, je sais pas, 5 chevaux, 6 chevaux. Donc on va à cet endroit-là, et là, heureusement, on va trouver quelqu'un qui va nous prêter son zodiaque. Pourquoi? Parce qu'il avait vu ma veste de quart. Et il m'a dit, elle est sympa ta veste de quart, tu crois pas que... Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je t'offre ma veste de quart et tu vas rester d'accord, mais je te les enverrai à la fin de mon voyage. Et en échange, il nous a prêté son zodiaque, ce qui n'était pas évident. Parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la destination, personne ne la connaît, eux-mêmes ne la connaissaient pas non plus. D'ailleurs, quand on avait demandé l'autorisation pour y aller, puisque c'est un parc national, les gens du parc m'ont dit ah bah écoutez, si vous allez là-bas, c'est super, parce qu'on aimerait bien voir quelques images, parce qu'on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Donc tout ça était très bien protégé. Et donc on trouve ce petit zodiaque qui fait 3 mètres et qui a un énorme moteur de 20 chevaux. Et on se dit, bon ben voilà, très bien, on va réussir à faire ça avec ça, on va réussir à naviguer pour aller sur l'île avec ça. Et puis, on a attendu un petit peu, une fenêtre météo, pour redescendre et pour pouvoir enfin poser les pieds sur l'île. Et on remet 2 semaines pour y arriver, et là, miracle, une fenêtre météo de quelques jours, avec vraiment un éclaircissement extraordinaire, comme il y en a quand même assez rarement, hein, Michel, sur place, la météo est moyenne, on va dire. Ouais, souvent mauvaise et parfois moyenne. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on se retrouve enfin ancré dans un des fjords, à environ 2 heures de navigation de l'île, puisqu'en fait les fjords se terminent et puis ensuite ça s'ouvre sur le Pacifique, et il faut faire un petit détour pour pouvoir rentrer face à la plage, parce que comme la topographie maritime n'est absolument pas bonne, il faut essayer de faire le plus simple, le plus sûr, pour ne pas s'aventurer dans des endroits où il pourrait y avoir des affleurants. Et donc on est donc bien à l'abri, et avec le marin, c'est ça, voilà. Et avec le marin, on va descendre le fjord. Donc là c'est le début, donc je pouvais filmer facilement parce que l'eau était toujours sublime. La météo n'était pas exceptionnelle, mais enfin bon, c'était quand même bien. Et donc c'est ce gars-là qui avait 22 ans et qui avait un sens de la mer absolument génial. Sans lui, je crois que je n'aurais absolument pas réussi à arriver à la destination. On a été aidé grâce aux moyens du bord, c'est à savoir une petite carte sur un iPhone, donc ça c'est très bien. Et puis ensuite, voilà, c'était en fonction. Je dois vous dire que dans ces dédales de fjord, si on n'a pas d'une part une carte et d'autre part une connaissance du terrain, mais alors c'est sûr, on est paumé, mais complètement. C'est-à-dire que c'est absolument impossible de se retrouver, d'imaginer ce que ça peut être. Et puis on arrive sur place, alors là c'est une vue aérienne que j'ai faite pour vous montrer cette petite île qui est là-bas est intéressante, je vais vous en reparler. Et voilà un petit panneau qui fait qu'on voit bien qu'on est ouvert sur Pacifique, voilà les rochers sur lesquels le navire est passé. Et puis, hop, voilà une belle fresque que je vous ai montré tout à l'heure, sur laquelle finalement je vais débarquer. Et là, c'était un moment d'émotion assez important. C'est dommage, je n'avais pas de son. Bon, on n'a pas de son, c'est pas grave. Donc là, c'est quand même 45 ans de rêve qui se matérialisent en arrivant. Je me filme tout seul. Je manque de me casser la gueule d'ailleurs en débarquant sur la plage. Et puis on arrive là, vraiment j'avais l'impression d'être Christophe Colomb, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et surtout ce qui est extraordinaire, c'est que ce calme était incroyable et était complètement en opposition avec tout ce que j'avais imaginé et tout ce que j'avais lu, et ce qui est une réalité. C'est que sur place, effectivement, c'est super rare d'avoir des conditions comme celle-ci. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ce à quoi ça ressemblait,
j'avais l'impression d'être en vacances, presque à Saint-Tropez, sur des plages de Pamplonne, avec presque le beau temps, etc. La plage d'Alfred, c'est celle-là. Là, quand on a débarqué avec le Zodiac, on est arrivé là. Et dans son manuscrit, il écrit qu'après avoir coulé, le bateau est à environ 1,5 km au large. Il le voit, puisque le pont n'a pas été complètement enseveli, il y a simplement l'arrière du pont qui est enseveli, les mâts dépassent encore, enfin 2 sur 3, je crois. Et au quotidien, dans un premier temps, pendant plusieurs semaines, ils vont faire les allers-retours entre le bateau et la plage pour dresser un premier camp de base qui devait être par là. Parce qu'il décrit la rivière qui arrive sur la plage à environ 60 mètres de ce qu'ils appelaient l'orogénie de l'arquement, que j'ai imaginé ici, parce que là, effectivement, ça fait 60 mètres en plus. Ils avaient bien expliqué qu'ils étaient de ce côté-là de la plage. Et pourquoi j'étais certain d'être sur le bon endroit? Parce qu'Alfred a fait un relevé topographique à l'époque, où non seulement, alors, qui était complètement erroné au niveau du sol, parce que quand, vous imaginez bien, si vous faites un plan vous-même de la Ciotat, là, vous mettez sur une plage, vous faites un plan de la côte, etc., vous êtes complètement disproportionné, vous n'allez pas réussir à avoir les valeurs, les distances, etc. Mais, comme il y a ces deux petits îlots qui sont îles uniquement à la marée haute, ils les avaient situés, et puis il avait mis des repères aussi, et notamment une montagne avec un sommet à 900 mètres, que j'ai trouvé aussi, enfin qui est exactement. Donc, en dehors du fait que sur Google Earth, j'ai regardé toutes les îles dans un rayon de 200 km, et ça ne pouvait être que celle-là, en plus il y avait les preuves matérielles comme quoi j'étais arrivé au bon endroit. Et d'ailleurs, le fameux relevé topographique qu'il a fait, c'est celui-là. Donc, la plage, qui est là, il l'a fait à la fin de sa vie, il ne l'a pas fait sur place. Donc c'est qu'en plus, il l'a fait de mémoire. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que tous ces rochers-là sont extrêmement bien placés. Tout ça aussi. Ce qui est faux, c'est ici, avec le chenal qui est sur la droite. En revanche, la montagne qu'il avait placée est celle que j'ai photographiée là. Donc ça permet d'avoir une certitude, parce que comme malheureusement, je n'ai rien retrouvé sur place comme preuve matérielle, on a quand même ces éléments qui ont permis de faire cette enquête en fait dans le temps, puis après sur place évidemment. Et alors donc j'avais cette toute petite fenêtre météo, et je voulais faire plusieurs choses, parce que j'avais peu de temps en fait. Je voulais effectivement débarquer, bon ça j'ai réussi, et puis je voulais retrouver le fameux campement, puisqu'il avait dit qu'ils avaient installé leur campement. Ensuite, en remontant la rivière, dont je vous ai montré la rivière sur la plage, en remontant la rivière, donc quelque part par là. Je me suis dit, bon, c'est facile, on va rentrer dans la forêt, on va suivre la rivière, et puis je vais retrouver au moins des traces du campement. Sauf que on est bien rentré dans la forêt. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon. Normalement, il fait froid. Mais en fait, là, j'avais plus froid du tout. Parce que normalement, il fait quand même 5-6 degrés. Quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette forêt primaire, ce sont des arbres qui sont tombés sur les arbres avec des mousses, etc. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on marchait non pas sur le sol, mais à 3-4 mètres du sol, avec des trous de temps en temps dans lesquels alors c'était hyper sécure parce que finalement on était hyper rattrapé par tous les branchages, etc. Mais la rivière, oui, elle était là, mais elle était en dessous, à 2, 3, 4, 5 mètres de temps en temps. J'avais eu la possibilité de déclencher ma montre pour voir un peu le parcours que j'allais faire. Et donc, voilà ce qu'on a réussi à faire. L'idée, en fait, c'est qu'on voulait aller donc en haut de cette colline, sur la gauche, il y avait une autre plage sur laquelle ils devaient retrouver des vestiges. Parce que ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que quand ils arrivent, donc ils font leur camp, etc., tout va bien, ils s'organisent, ils réparent leur chaloupe, et puis un matin, un des marins voit une trace de pied nus sur le sable. Et aucun pied ne correspondait à cette trace-là. Donc ils étaient un petit peu inquiets. Donc ils se sont dit, ah mais il y a des sauvages. Et ils vont rencontrer les sauvages. Je crois que j'ai une slide par la suite, qui n'étaient pas du tout des sauvages, qui étaient des Kaweshka, qui sont les nomades de la mer,
et qui les ont même aidés, qui leur ont appris qu'est-ce qu'ils pouvaient manger, etc. Tout sauf comment chasser les phoques, parce que là quand même il ne faut pas déconner, c'était la ressource number one pour les Kawashkar, mais à part ça, ils leur ont montré les baies, les machins, etc. Et ces fameux Kawashkar, en fait, dans le manuscrit d'Alfred toujours, il explique que sur telle plage et sur telle plage, ils ont retrouvé des barques Kawashkar. Les Kawashkar, c'est des gens qui vivent en famille et qui se déplacent d'une île à l'autre pour chasser les ressources. Et c'est d'autant plus intéressant, ça avait été souligné par un des archéologues avec lesquels j'ai travaillé dans la préparation, c'est qu'au Chili, dans les musées, je les ai tous faits, je crois, il y a plein de choses sur plein d'ethnies. Il y en a une qui est quasiment inconnue, c'est celle-là. Il n'y a aucune barque, il n'y a aucun matériel, il n'y a rien. Donc il y a juste des suppositions. En plus, c'est quand même une ethnie qui a occupé un territoire très très vaste et qui, pour la petite histoire, une famille s'est fait capturer en 1880 du Cousier pour l'exposition des sauvages au Jardin des Plantes. Et donc, d'ailleurs, cette famille-là, une des petites filles, ils étaient 8 je crois, une des petites filles est morte, elle est toujours enterrée au Jardin des Plantes. Si vous avez amusé d'aller voir sur leur site, ils en parlent. C'est pas vraiment très... je pense qu'aujourd'hui, on pourrait quand même reconnaître les faits. Bon, eux, quand même, sont en mi-teinte. Et tout ça pour dire que ces Kawashkar, malgré le fait qu'ils aient été en plus capturés plus au sud, eh bien, on ne sait toujours rien ou très peu de choses sur eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque il y a l'empreinte de pied qui est découverte, donc il y a un courant de terreur chez certains marins, et pas chez d'autres. Et celui qui a le plus peur, c'est Maître Jean. Maître Jean, c'est le quartier maître, donc qui arrive dans la hiérarchie en 3e ou en 4e, avec capitaine, second capitaine, lieutenant, quartier maître. Et lui, il a une peur bleue, il a 40 ans, c'est le vieux de la vieille, il a navigué un peu partout. Aucun des 20 personnes qui étaient à bord n'ont jamais passé le Cap Horn. Ils sont enterrés à Canetta. Il y a des histoires épouvantables qui circulent sur les sauvages dans le Pacifique, et à juste titre d'ailleurs, parce que au Fidji notamment, il y a eu des massacres énormes. Et bref, Maître Jean, là, il a vraiment peur, et donc se dit qu'il faut peut-être faire quelque chose. Néanmoins, le capitaine, lui était un calme, pas du tout contre les gens. Il a eu l'intelligence en fait de ne pas arriver en terrain conquis et d'essayer de les asservir. Parce que là, effectivement, comme a dit Christophe Paulet, donc un des archéologues et son copain qui travaille sur les ethnies, c'est que s'il y avait eu une tentative d'arriver en pays conquis, ça se serait mal passé. Non, eux, au contraire, ils sont arrivés, ils étaient armés parce qu'ils avaient récupéré quand même des fusils dans le bateau. Mais je crois que la poudre a été mouillée, donc ça n'a pas servi à grand chose. Et donc ils ont réussi, entre guillemets, à fraterniser. Ils ne se comprenaient pas. C'est très intéressant dans le manuscrit de lire les rencontres. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait des interprétations d'Alfred sur les comportements des Kawashkar, notamment quand il serrait la main en grelottant, etc. Donc moi j'ai demandé à des ethnologues, est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier? Il dit, bah non, peut-être que ce jour-là ils avaient froid. Enfin, c'est assez marrant de voir comment on peut ensuite prendre des signes qui n'en sont pas pour la réalité. Alfred, c'est la deuxième planche qui est dans le bouquin que j'ai représenté ici. Lui est plutôt à temporiser l'élan des autres qui voulaient éventuellement massacrer ces pauvres Kawashkar. Mais ça se passe bien, et d'ailleurs il va y avoir un échange. C'est qu'il va y avoir un jeune Kawashkar qui va rester dans le camp pour voir un peu comment vivent ces étrangers, et un de ceux-là qui va aller vivre avec eux un petit peu. Et puis après, il y a même des scènes qui sont assez marrantes, où il y a une petite fille Kawashkar qui est habillée. Alors bon, aujourd'hui, là, on trouve ça complètement débile, mais à l'époque, bon, imaginez que c'était des gens qui n'avaient jamais eu de contact entre les uns et les autres. Donc le contact se fait bien, et heureusement pour tout le monde. Parce que comme je le soulignais, en fait, à l'époque, il y a plein d'histoires. Alors donc, dans les histoires qui sont effrayantes et qui ont navigué de port en port, c'est la raison pour laquelle les marins étaient potentiellement effrayés. Alors d'abord, il y avait la recherche de la Pérouse. Donc, bon, évidemment, c'était à l'époque,
on ne l'avait pas encore retrouvé, le bateau. Et puis il y avait aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire, c'est l'histoire de l'Essex. L'Essex, c'est le bateau qui s'est fait couler par un cachalot, la fameuse histoire de Moby Dick. Ça a été adapté ensuite par Melville pour en faire le roman qu'on connaît. Mais c'est une véritable histoire où en fait ils ont coulé vers les Marquises. Et en fait, ils avaient tellement peur du cannibalisme, donc des Fidji, de toutes ces régions-là, etc., qu'au lieu de rejoindre des terres de ce côté-là, ils ont préféré traverser tout le Pacifique pour aller vers le Chili. Et ils sont arrivés au Chili quelques mois plus tard, avec comme épilogue le fait qu'à la fin, les quelques-uns, ils sont 4 à avoir débarqué, alors qu'il y avait 10 baleinières, je crois, au départ, que les 4 qui ont débarqué, en fait, sont les 4 rescapés d'un tirage au sort qui, chaque 10 jours, tirait au sort celui qu'on allait manger. Donc il y avait un cannibalisme, etc. Alors, évidemment, c'est une histoire qui a tourné aussi. Robinson Crusoe, évidemment, fait partie aussi de ces histoires qui ont alimenté tout ça. Comment on peut se retrouver isolé sur une île et ne pas s'en sortir, éventuellement, et quelle est la manière de dialoguer avec le sauvage sur place. Et puis là-haut, vous voyez autre chose, c'est qu'en fait, le Bounty, qui est un autre exemple célèbre, où le capitaine a dû traverser tout le Pacifique, et d'ailleurs devant les Fidji, il s'est fait courser par des pirogues de Fidjiens cannibales. Et moi je suis allé aux Fidji dans une autre de mes expéditions, et dans le camp des Fidji, j'ai rencontré cet homme très sympathique, et qu'il était en fait, hein, c'était simplement une posture qu'il a eue au moment où j'ai fait la photo. Et ce gars-là était le descendant d'un des chefs qui avait mangé le dernier pasteur qui a été bouffé au Fidji. Et je lui ai demandé si l'histoire était vraie. Alors, il a dit, bien sûr qu'elle est vraie. Mais est-ce qu'on sait pourquoi finalement le pasteur a été mangé? Et il m'a dit, mais c'est parce qu'en fait le pasteur a touché les cheveux des enfants, comme nous on le ferait assez facilement. Et chez nous ça ne peut pas se faire, donc du coup c'est... Et j'ai dit, bon, tu veux dire que si moi je touche les cheveux de tes enfants, ça peut être un problème? Et c'est à ce moment-là, il a pris l'âge comme ça, il m'a dit, don't even try. Donc j'ai pas essayé. Et donc voilà pourquoi éventuellement on avait peur d'Eddie sauvage. Donc voilà, là j'ai rencontré une descendante Kaweshka à Punta Arenas, ils vendent de l'artisanat, ils continuent à faire, ça c'était sa grand-mère, et ça c'est elle, et ça c'était sa grand-mère, ils continuent à faire des paniers comme ça en brindille. Et ils continuent à aller non pas sur cette île-là, mais il y a plein d'îles où aussi il y a ces fleurs, etc., qui leur permettent de faire cet artefact, qui leur permet un petit peu de vivre. Et à Puerto Eden, ça c'est un endroit que connaît bien Michel, à Puerto Eden, en fait, ce sont une dernière famille. Bon, aujourd'hui, c'est en train de complètement disparaître, puisque pratiquement les 2 derniers qui parlent... Il n'y a plus que 3 personnes qui parlent la langue. Voilà. Et les autres, ils existent toujours, mais ils sont métissés avec les Espagnols, et donc ils parlent espagnol. Et le dernier scientifique qui parlait la langue a arrêté parce qu'en fait, il y avait des problèmes avec eux, etc. Donc c'est vraiment, malheureusement, une culture qui... Je ne suis pas sûr qu'on en sache beaucoup. Mais voilà quand même des photos que j'ai retrouvées des fameux Kaweshkers qui ont été exposés au Jardin des Plantes. J'ai fait un chapitre là-dessus aussi dedans, donc voilà, c'est pour dire. Mais les archéologues, lorsque ils étaient certains que j'allais sur place, on avait regardé, on a étudié toutes les cartes par satellite, et notamment au nord-ouest de l'île, il y a cette petite baie complètement protégée, vous voyez, et un des archéologues m'a dit, ça c'est pas normal, ça c'est un appendice, c'est pas un éboulement, on se demande ce que ça peut être, donc a priori il serait possible, et tout ça on utilise du conditionnel évidemment, il serait possible que ce soit un amas de pierres qui était organisé par les Kaweshkars et que comme c'est une baie extrêmement bien protégée, qui leur aurait permis de sortir de leur barque pour les réparer éventuellement. Bon, peut-être. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon drone, heureusement que j'avais un drone, sinon évidemment, j'aurais aucune image à vous montrer. Et j'ai envoyé mon drone dans le nord-ouest, quasiment à 4 km. Quand j'ai fait la belle image de l'île, j'étais à 4 km donc au sud, et à 500 mètres d'altitude, et là, eh ben, je voulais me rapprocher le plus possible de cette baie pour pouvoir photographier ça correctement. Donc je l'ai envoyé à environ 4 km aussi, et puis je l'ai descendu pour pouvoir me rapprocher, sauf qu'à un moment donné, évidemment, il y avait des collines,
Donc j'ai perdu le signal. Et je me suis dit, bah, c'est con, je vais perdre mon drone comme ça. Non, heureusement, maintenant les drones sont géniaux parce que quand il perd le signal, hop, il remonte un peu. Et donc j'ai récupéré le signal, j'ai pu revenir. Et voilà, elle a été analysée par les archéologues en question, qui malheureusement n'en ont pas tiré des conclusions absolues. Donc on ne sait toujours pas à quoi ça a pu servir. Évidemment, quand on est dans un lieu pareil, on se dit, bon, plage déserte, magnifique, pas touchée par l'homme. Bon, ça c'était la plage, la fameuse, le croissant que je vous ai montré tout à l'heure. En la repentant, malheureusement, on trouve assez peu, c'est vrai, bon, il y avait ce gros container, mais après le reste, il y avait quand même des filets. Je pense que depuis le naufrage, je suis le premier qui a voulu y retourner et qui est allé sur place. Il n'est pas impossible qu'il y ait des pêcheurs qui se soient arrêtés, etc. Ça, c'est même tout à fait plausible. Mais personne n'y est allé en se disant on va aller visiter cette île-là. D'autant plus que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la forêt est quand même assez inextricable. Mais il y a quand même des choses qui donnent envie d'en savoir plus à l'intérieur. D'ailleurs, j'essaie d'embarquer Michel dans ma prochaine expédition, dont le timing n'est pas déterminé, mais parce que, bon, ben voilà, il y a plusieurs lacs dont Alfred ne parle absolument pas dans son manuscrit. Et toutes les zones qui sont non boisées autour sont marécageuses en fait. On le devine un petit peu ici. Donc voilà, donc ça vaudrait le coup d'aller voir et d'essayer de comprendre plein de choses autour de la biologie, non seulement des lacs, de faire... J'ai trouvé moi une grenouille qui a priori, on l'a envoyée au musée, on n'a toujours pas le retour, mais qui n'existait pas. Donc il y a plein de choses à imaginer pour une nouvelle expédition un jour. Donc si un jour on y retourne, du coup on pourrait tout à fait envisager... L'envie, c'est de retrouver l'épave. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré le fait d'avoir arpenté tout ça, d'avoir fait un petit peu là-dedans, j'ai absolument rien retrouvé de quoi que ce soit qui ait pu montrer que l'épave pourrait être là. Je l'estime, cette épave, par là. Alors, en parlant avec Luc Long, c'est un archéologue sous-marin qui est membre de la Société d'explorateurs également. C'est lui qui a découvert le bus de César dans le Rhône, donc habitué à des eaux troubles. Et puis en parlant, on m'a dit non, mais moi je pense qu'on peut la retrouver, etc. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette expédition. Et hypothétique, il faudrait qu'on trouve beaucoup d'argent, donc pour l'instant on n'a pas. Après, les conditions météo sont pas bonnes. Et après, il faudrait faire un camp quelque part, mais ça c'est le spécialiste là. Il faudrait y rester sans doute quelques semaines pour pouvoir faire les choses. Bon, ça pose plein de problèmes logistiques, c'est que de passer du rêve à la réalité, ça peut être un peu long. J'ai réussi à le faire brièvement sur quelques jours, mais là c'est une autre paire de manches. Puis je dis à nouveau que c'est un autre budget parce que vraiment c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, et on est adossé aux montagnes. Ça c'est pour vous montrer comment on peut être tranquille dans un fjord avec un bateau de 14 mètres, qui est donc à environ 2 heures de l'île, c'est à l'intérieur. Mais là pareil, en conditions exceptionnelles pour faire une image pareille, je ne sais pas si on pourrait en faire la même, mais voilà, ça fait rêver. Mais c'est la version paradis de l'enfer que c'est en réalité. Alors voilà. Et alors en remontant, toujours en remontant du coup, en faisant mon voyage à la voile, en remontant, je vais passer à nouveau des zones de glaciers. Ce que j'aime bien dans cette image, c'est que pour donner une dimension, je me suis mis dans l'image. Vous voyez le petit truc rouge là, c'est moi. Et donc ça donne un peu une échelle, parce que évidemment, sans échelle, c'est difficile d'imaginer. Mais c'est absolument, tout est gigantesque. C'est vraiment, tout est extraordinairement énorme. Et puis on peut approcher aussi des fronts de glace. Hop. Et en repartant, donc, on arrive jusqu'à un endroit qui va s'appeler le golfe de Peña, qui est un golfe où là, il n'y a pas d'autre moyen que de le traverser pour aller au nord. On ne peut pas passer par les fjords. Et le début du golfe de Peña, il y a une île qui s'appelle Windwagger.
je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a eu un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Wager, sur le bateau anglais, qui a fait naufrage à l'île Wager, qui est à peine à 300 km au nord du naufrage de la Delphine. Et les Anglais qui ont coulé, alors il y a d'ailleurs l'explorateur Christian Donoso dont je vous parlais, il espère retrouver l'épave et il y va en kayak et il retourne, il n'a toujours pas trouvé pour l'instant. Il y a quand même un canon qui a été retrouvé. Mais c'est l'aventure d'Alfred, mais en pire, parce que eux, par contre, ils n'ont vraiment pas de chance. D'abord, ils se disputent, donc il n'y a pas de solidarité, et puis ils se divisent, et donc ça amène à une catastrophe. Mais ça vaut le coup de dire ça, c'est deux naufrages très différents, à un siècle simplement de différence. Et puis donc on est bloqué là, c'est-à-dire que quand on remonte, etc., on est à nouveau à la Caleta Tortel pour rendre le Zodiac, et puis on repart de la Caleta Tortel, et puis il faut passer ce golfe de Pénin, donc qui peut être un petit peu embêtant, d'autant plus que là les vents n'avaient pas encore changé, donc on était toujours en vent du nord, donc face à nous, et on n'avait pas suffisamment d'essence pour faire tout à l'essence. Donc il fallait quand même. Et alors qu'on voulait s'arrêter à Wager, parce qu'évidemment ça m'intéressait de voir à quoi ça ressemblait, non, en 2 secondes, parce que une fenêtre météo s'était ouverte, etc. On a décidé de partir. Et là, c'est marrant parce que en relisant le passage d'Alfred et de leur passage en chaloupe, en passant le golfe de Pénin, alors eux, nous, pour rejoindre cet endroit, on est passé par les chenaux à l'intérieur, parce que d'ailleurs l'armée nous avait interdit de naviguer côté Pacifique. Mais évidemment, à l'époque, eux, avec leur chaloupe, ils sont allés au plus simple, ils sont allés au nord, côté Pacifique. Bon, déjà, ça, c'est pas simple. Et quand ils sont arrivés là, ils décrivent toute sa traversée. Maintenant, génial, ils ont traversé. Et c'est drôle parce qu'on a traversé de la même manière, quasiment en voyant le même type d'oiseaux, etc., au même endroit. Et d'ailleurs, quand il arrive au nord de ce golfe, il y a les Tres Montes qui sont 3 montagnes en fait, qui se reconnaissent. Et lui décrit qu'il voit des nuées d'oiseaux qui se posent, etc., etc. Et puis il y a à peu près ce temps-là, en nuée, etc. C'est assez marrant de se dire que je vivais la même chose dans des conditions bien plus sympas, parce que, évidemment, 7 sur une petite chaloupe, à la rame, avec une petite voile qui ne servait pas à grand-chose, et c'est sûr que c'était pas top. Quand on passe ça, on arrive, donc, après les Tres Montes, Alfred va décrire qu'il rentre dans les Chonos. Les Chonos, c'est un archipel qui est encore assez loin du but final. Et là, il dit, c'est là que je pensais que j'avais vécu des misères, mais c'est là que je vais vivre l'enfer. C'est-à-dire que dans les Chonos, les conditions météo pour eux sont pas bonnes, pour moi, elles sont excellentes. Et nous, à chaque soir, on se met quelque part à l'abri, etc. Et à chaque fois, il y a la forêt qui nous entoure, et à chaque fois, j'essaie de rentrer dans la forêt pour voir si c'est plus facile, pour photographier une fleur de plus, etc. Et à chaque fois, je suis bloqué au bout de 2 mètres, parce que, évidemment, il n'y a pas de condition. Pour ceux qui m'avaient demandé dans d'autres conférences pourquoi on n'avait pas utilisé des machettes, etc., 1, j'avais pas le temps, et 2, on est dans un parc national, donc on n'a pas le droit. Donc, ça, c'est une chose. Sauf que, alors ça, c'est exactement l'entrée dans les Chonos, c'est ce point jaune là, qui est là. Donc on est arrivé du Pacifique, on est rentré par là, on rentre dans cette zone qui est donc à nouveau calme pour nous. Et un jour, il y a le marin, celui que vous avez vu tout à l'heure, qui me dit frère, regarde, c'est incroyable, là-bas, on peut rentrer dans la forêt, on peut monter sur la colline. C'est tellement exceptionnel que, évidemment, c'est ce qu'on a fait. Bon, voilà, c'était une image qui n'est pas exceptionnelle, hein, parce que bon, mais c'est la seule image que j'ai pu faire sans drone, en prenant un peu de hauteur, en marchant sur cette colline. Et en fait, dans cette colline, c'est un chapitre que j'aime bien dans mon beau bouquin, qui s'appelle 6h17, parce que finalement, il y a eu une espèce de moment un petit peu béni des dieux qui est arrivé, et qui a souligné encore plus qu'avant le fait que tout ça était fragile et qu'il fallait s'en occuper. En continuant mon ascension vers la destination qui s'était fixée, je me suis arrêté dans différents villages et à chaque fois j'ai vécu un petit peu avec les gens, notamment dans ce village-là, où j'ai vécu avec un pêcheur qui était vraiment super et qui m'a montré
tous les problèmes de la région, parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'était aussi de suivre le chemin et de voir la différence. À partir du moment où Alfred est rentré dans le Chonos, il n'a plus vu un petit vivre jusqu'au nord du Chonos. Il n'y avait personne qui était installé là, sauf quelques trappeurs, et d'ailleurs c'est ce qui va leur permettre de s'en sortir in fine. Ils ont rencontré un trappeur américain qui va les aider et qui va leur permettre de remonter jusqu'à Chiloé. Mais ces trappeurs-là, en fait, c'est ce que j'ai appris depuis, ce sont les premiers colons en fait, de ce territoire-là qui, au fur et à mesure, se sont éloignés, sont descendus un peu plus au sud, se sont installés en petits villages de pêcheurs, etc. Ils sont extrêmement coupés du monde. Alors, il y a des ferries qui les relient, mais les plus anciens, c'était il y a 70 ans, où vraiment plus que 3 cabanes, ça a commencé il y a 70 ans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des endroits comme ça, et ils sont... Alors évidemment, ils ont Internet, ils ont etc. Enfin, ils ne sont pas du tout coupés du monde. Et eux, par exemple, alors, de mémoire, ils habitent une maison qui est là, je crois. Et ils m'ont emmené là-dedans, il y a des sources, c'est magnifique, il y a des choses... Et ils sont en train de faire un sentier pour pouvoir avoir une vue d'en haut. Parce que c'est un endroit, touristiquement parlant, franchement, ça vaut le coup. Ça s'appelle Puerto Gaviota. Et puis, il m'a montré un peu tout ce qui se fait, ce gars-là. Et en dehors du fait qu'il m'a souligné, lui étant pêcheur, les problèmes avec le saumon, je vais y revenir, il m'a aussi, un jour, il m'a emmené dans sa grotte secrète, qui n'était pas très loin, sur une autre île. Et en fait, dans cette grotte, il y a plein d'amas coquillés, c'est-à-dire des coquilles de boue, en fait, qui sont là. Et c'est la présence d'une autre ethnie, qui était les Chonos, qui habitaient la région également, qui avaient déjà disparu lorsqu'Alfred a traversé la région, donc ils ont disparu déjà il y a longtemps. Et lui est vraiment protecteur de tout ça. Il a fait venir des archéologues qui ont fait une étude sur ce site. Et sauf que quand j'étais sur place, on a eu le retour de l'étude et que les amas coquillés en question étaient datés de 2000 ans. Donc c'était déjà un truc chouette. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour éviter que les autres pêcheurs, etc., emmènent du tourisme sauvage avec des gens qui piétinent tout ça, etc. Il y avait déjà quelques dégradations lorsqu'il me l'a fait découvrir. Et au quotidien, c'est ça vit au quotidien. Il est dans son petit port, il part pêcher, il y a des oiseaux dignes de Jurassic Park qui sont sur place, il y a des baleines, des orques, des dauphins. Et justement, par rapport à la présence de cette faune, il y a un problème avec justement l'élevage des saumons. Parce que l'élevage des saumons, qui sont des élevages intensifs, à cause d'un Français, enfin à cause, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'en fait l'Ifremer à la base avait envoyé un Français sur place pour savoir comment il pouvait développer l'élevage du saumon. Et en fait ces élevages se sont développés, mais il y a des milliers d'élevages qui sont installés dans des... Comme je disais tout à l'heure, il y a de l'eau douce absolument partout, et c'est nécessaire pour que les saumons puissent se développer, donc il faut des élevages intensifs. Mais je crois qu'on va voir une image tout à l'heure. Et le problème de ces élevages, c'est qu'ils sont abandonnés quasiment 6 mois de l'année pendant la mauvaise période, pendant la période des tempêtes, etc., que les choses se déchirent, que les défilés dérivent, que des bouées dérivent également, et vont aller, on va en voir, se caler sur des plages, etc. Et les filets, pourquoi je parle des filets à cause des baleines, c'est que les filets dérivants, du coup, les mammifères marins qui passent peuvent se prendre dedans, et évidemment, ça c'est un problème. Et puis il y a des endroits magiques, il m'a emmené dans son île aux oiseaux à lui. Et ça, en fait, tout ce que vous voyez, les tout petits trucs noirs sont des nids d'oiseaux, en fait. Et il y a différentes colonies. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé, mais après, il y a des pélicans, et sur l'autre face, en bas, il y a des phoques, une colonie de phoques. Et ce qui est génial, c'est essayer de faire voler un drone ici. Vous allez voir que les mouettes l'attaquent. Là-bas, regardez. Ouais. Après, c'est vraiment... Et des lieux comme ça, des mondes. Vous voyez, on voit évidemment les phoques qui sont là, de ce côté-là. Et voilà le problème que je soulignais avec quand les bouées dérivent, quand les filets vont aussi être laissés à l'abandon.
vous avez mis une fois plus quelqu'un pour qu'on ait une échelle, c'est pas des petites bouées, c'est des grosses bouées. Celles-là, elles sont sur une plage où il y a des nichés d'oiseaux, il y a des œufs, etc. Donc, bon, c'est évidemment d'autant plus dommage que le Chili, il n'y a pas d'économie, il n'y a que de l'économie privée là. C'est-à-dire que même la télévision, l'État, est financé par du privé. Le tourisme, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas d'architecture touristique, mais eux aimeraient bien avoir quelques touristes. Parce que d'ailleurs, ils ont une proposition super. Alors, ils ont 3 cabanes, c'est rudimentaire, mais franchement, c'est vraiment cool. Mais pour emmener en bateau les gens voir des choses comme l'île aux oiseaux que vous avez vu tout à l'heure, comme éventuellement ces lieux-là. Ils savent exactement comment faire, où aller, où ne pas aller, à quel moment, pour ne pas déranger les animaux. Et ils ont entamé un bras de fer avec ces élevages de saumon pour qu'ils débarrassent tout ça. Et donc en fait, mais un bras de fer assez véhément qui a failli aller vraiment au conflit à la main. Et puis finalement, ils ont trouvé un accord. Les élevages de cet endroit-là, je ne sais pas, c'est pas généralisé ce que je vous dis, se sont mis d'accord avec les pêcheurs et payent les pêcheurs pour que les pêcheurs enlèvent ce qu'ils trouvent comme déchets. Donc ils ont trouvé un accord. Finalement, tout le monde s'y retrouve. Eux gagnent un peu plus d'argent. Ils nettoient leur zone. Ça protège leur environnement pour la pêche, etc. Et les autres, petit coup, s'en sortent bien, parce qu'évidemment, vous imaginez qu'ils n'ont pas rétribué plus que ça. Voilà, petite rencontre pour remonter vers le nord. Et puis finalement, on sort des Chonos, donc dans le nord des Chonos, et on arrive à nouveau dans l'océan, qui est la partie de l'océan qui entoure l'île Chiloé, qui est au nord. Donc, vous voyez, ici à chaque fois, c'est ce qui est repris dans le bouquin. Il y a l'évolution du trajet, donc là on est exactement à la sortie. Le golfe de Penal dont vous parlez tout à l'heure était à traverser potentiellement compliqué, c'était ça. Les Tresmontes c'était là, l'entrée dans le Chonos c'était ici, et puis là maintenant, là Gaviota qui est l'endroit avec les pêcheurs, et puis là on est à nouveau là. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'eau qui coule, d'eau douce qui coule des montagnes, etc. Et là vous voyez vraiment la différence entre les deux eaux, c'est l'eau des fjords et l'eau de la mer. Donc c'est assez étonnant que ce soit aussi marqué que ça. J'ai pas mal voyagé sur l'eau, j'ai rarement vu une démarcation aussi. Dans son manuscrit, lorsqu'il arrive à Chiloé, au sud de Chiloé, il voit le Cabo San Pedro. Bon, moi je me suis dit, bon, ce Cabo San Pedro, il faut que je le vois. Bon, la photo n'a aucun intérêt, parce que j'aurais pu faire 1000 photos de la même manière sur toute la côte. Bon, j'ai mis 10 heures aller-retour sur une petite embarcation pour faire cet image-là, juste pour essayer d'imaginer ce que lui aurait pu voir, et ça c'était l'espoir de voir cet endroit-là. Et après, Chiloé, c'est une île qui est sublime, hein, si vous avez l'occasion d'aller au Chili, et vous avez cette région, ça vaut le coup, qui est très très belle, qui est organisée. Ça, c'est dans le sud. À l'époque, le sud, c'est-à-dire de Capo de San Pedro jusqu'à Angers, n'était pas habité du tout. Ça s'est développé à la fin du XIXe siècle. Il y avait simplement quelques missions catholiques qui agrémentaient la côte. Et d'ailleurs, tant mieux pour Alfred, parce que c'est aussi grâce à ça qu'ils vont s'en sortir. Notamment en arrivant à Tenaoun. Tenaoun, donc, est un mi-chemin, en fait, qui est aux 2 tiers depuis le sud du haut de Chiloé. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé, enfin en tout cas vous voyez le point jaune là-haut. Et il y a aujourd'hui cette église qui a été construite à la fin du 19e, mais sur un rôle de la mission catholique de l'époque, mission catholique qui a un rôle à jouer dans cette histoire, parce que quand ils arrivent au port et que les baleiniers et autres leur disent bah non, écoutez, nous, on ne va pas pouvoir venir vous aider. Ceci dit, alors les douaniers n'ont pas oublié de leur prendre les frais de douane quand même, en arrivant. Et ils se disent, bon, il faut qu'on trouve un bateau, et on leur dit, ah, je crois qu'il y a un bateau qui est à Tenaoun, qui a été... Et ils descendent là, et effectivement, ils trouvent un bateau qui sort d'un chantier, et ils le pontent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le missionnaire qui est là va vraiment les aider pour faire la transaction. Alors, comment ils avaient de l'argent? Grâce au consulat français qui était là-haut.
Et parce que Ancud, en fait, c'était déjà un port très important. D'ailleurs, lorsque Darwin est allé au Galapagos, il s'est arrêté à Ancud. C'était 4 ans avant, c'était en 1835. Et là, en 40, évidemment, c'était aussi un port où il y avait un consulat, machin, etc. Et donc, ils descendent là et ils réussissent à acheter ce bateau qu'ils vont faire ponter, qui a été destiné une fois de plus pour que tous ensemble, ils retournent chercher les naufragés. Et lorsque moi, je suis allé sur les traces d'Alfred, en fait, j'avais quitté le voilier pour continuer en ferry la dernière partie du périple, et quand je suis arrivé à Chiloé, là, j'avais plein de bateaux pour remonter maintenant, en fait. Donc, j'ai fait ça par la terre, et ce qui était intéressant également, d'autant plus que les églises comme celle de Tanaun, qui sont classées aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y en a 14. Et en passant au sud, il pourrait y en avoir 100, hein, très sincèrement, il n'y en a que 14, mais il pourrait y en avoir 100. Et quand je suis arrivé par le sud, à Castro notamment, où il y en a une, je me suis dit, tiens, je vais toutes les photographier. Donc j'ai fait tout le chemin pour remonter vers Tenaun. Et la bonne surprise, c'est que juste avant d'arriver à Tenaun, l'avant-dernière église avant Tenaun, eh bien, j'arrive là, si vous voulez sur le top. Ah, voilà. Et j'arrive là, donc pour photographier l'église que vous voyez là, mais je vois en deuxième regard, parce que j'étais intéressé par l'église, qu'il y a un chantier qui fabrique des lanchas, comme à l'époque. Et je me suis arrêté, je suis allé voir le dueño, là, et je parlais avec lui. J'avais un plan de la lancha de Alfred, puisqu'on a un dessin dans le manuscrit, et je lui demande comment c'était, et effectivement, il me dit, ah oui, ben voilà, la taille c'est ça, et donc, je me dis, génial, si un jour on y retourne, qu'on veut faire fabriquer la même, on peut le faire. Et donc, j'avais trouvé, potentiellement, dans quel chantier ils avaient fait faire leur bateau. Et ce qui est super, c'est qu'il y a le même, ça c'est le dessin, les dessins d'Alfred, ça c'est d'Alfred et ça c'est de Pécano. Et ce bateau-là, qui est un bateau qui s'appelle la Golette Ancud, et qui a une histoire très importante au Chili. Et en fait, ce sont les mêmes, sauf que celle d'Alfred, elle n'a pas ces parbattages-là, en fait. C'est pour ça qu'elle est plus basse sur l'eau. C'est exactement la même, c'est le... Donc, aujourd'hui, on sait, grâce à ça, à quoi ça ressemble. Et puis donc, quand il arrive là-haut, enfin, eh bien, il va embarquer sur un bateau qui va le ramener à Bordeaux. Et puis, il va écrire une lettre à un copain. Et j'ai retrouvé ce brouillon aussi, qui est là. Et dans ce brouillon, qui est une lettre longue, il écrit tout ce qui a été retranscrit du manuscrit qui a été mis au propre à la fin de sa vie, sauf que un jeune homme de 22 ans qui écrit son aventure et un monsieur de 75 ans qui l'a retranscrit plus tard, il enlève des trucs. Et il enlève des trucs comment? C'est que, notamment, il disait, bon, c'est qu'Awashkar, il était quand même extrêmement jaloux. Il n'y avait vraiment pas de quoi. Sous-entendu que, bon, lui, il n'était pas trop intéressé par les femmes qui étaient sur place. Mais aussi, plus lié à son aventure, il dit dans le manuscrit final qu'un jour, un marin a dû se mettre à l'eau pour empêcher que la chaloupe s'éloigne et qu'il soit à nouveau naufragé sans chaloupe, sans rien, etc. Bon, en fait, le marin, c'était lui. Comme ça, lui, il ne voulait pas se mettre en avant. C'était le bon catholique qui était vraiment en retrait. Donc, j'ai retrouvé, au fur et à mesure de mes recherches, plein de documents qui me permettent de raconter toute cette histoire complète. Évidemment, tous les rôles de marins sont trouvés. D'ailleurs, le quartier-maître dont je parlais, qui avait peur des Kawashkar, est le seul qui ne retournera pas avec ses copains chercher les autres, parce qu'il avait une peur bleue, en fait, il était devenu fou.
Et une folie incroyable, puisque lorsqu'il va revenir au Havre, j'ai retrouvé une coupure de presse de l'époque. C'est le premier arrivé, donc c'est le premier interviewé. Voilà. Il y avait déjà un petit feuilleton sur les naufragés de la Delphine, parce que ça a duré longtemps tout ça. Et en fait, il va raconter qu'un matin, il retrouve leur camp encerclé de 250 sauvages, et qu'ils étaient prêts à vendre chèrement leur peau. Alors en fait, n'importe quoi, ils étaient neufs, ils les ont aidés, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Donc, comme quoi aussi, il faut se méfier des sources. D'ailleurs, ce que m'a souligné Christophe Follet, avec qui je travaillais sur toutes ces aventures-là, c'est que dans les sources historiques, c'est extrêmement rare d'avoir une source familiale comme celle-là qui soit aussi bien détaillée et qui permette de refaire toute l'histoire. Et puis, je me suis amusé à refaire tous les destins de chaque marin. Je suis même entré en contact au téléphone avec 2 descendants de 2 d'entre eux, dont un descendant du fameux quartier Maître Jean. Maître Jean, quand même, qui les a sauvés d'une certaine manière, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont pu être sauvés grâce à un trappeur à la fin des choses, parce que là, ils étaient au bout du rouleau, ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient malades, parce qu'ils mangeaient que des moules qui sont. Alors, elles sont omniprésentes, on ne peut plus les manger aujourd'hui à cause de l'algue rouge, mais elles sont omniprésentes là-bas. Et grâce à ce trappeur, ils ont pu un peu se requinquer, et puis surtout, ils ont pu savoir comment naviguer pour remonter à Chiloé. Mais le trappeur était américain. Et le seul qui parlait un peu anglais, c'était Maître Jean. Pourquoi? Parce qu'il avait fait les guerres napoléoniennes et qu'il avait été emprisonné, des documents que j'ai retrouvés aussi, en Angleterre pendant plus d'1 an. Et donc, du coup, dans les prisons anglaises, il a appris un petit peu anglais, ce qui a permis par la suite de sauver ses camarades.